a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour Ansimene Pila Sopama. Donc, je remercie Zouk TV pour nous recevoir chaque semaine sur son plateau. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Donc, le dossier d'aujourd'hui sera très, très, très vaste, très riche. Je vous laisse découvrir mon invité. Bonsoir. Bonsoir Fanny Wa, bel bonjour tout le monde. Donc, Yasmina. Pour la 3e fois déjà, je crois, oui. L'émission Zouk TV. Voilà. Donc, on avait parlé de... Alors, il y avait la question sur l'eau. Et puis, il y avait aussi au niveau des pesticides, notamment. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on verra... Alors, aujourd'hui, on va parler du projet Jardin Compost. Donc, projet financé par les partenaires, on va parler tout à l'heure, et de la Sopama. Ok, voilà. Ben c'est super. Oui. Donc, pour commencer, je vais simplement, si vous voulez faire des dons à la Sopama ou si vous voulez encore payer votre cotisation, donc la cotisation pour les membres en fait, pour des personnes qui n'ont pas de salaire, qui sont étudiants, ou qui sont à la retraite, je crois que c'est 15 euros. Tout à fait. Et sinon, tous les autres, c'est 50 euros. 50 euros pour l'année. Donc, c'est pas par mois, c'est pour l'année. Donc, effectivement, on peut voir justement Hello Asso. Donc, vous allez sur Internet, vous allez sur votre moteur de recherche Internet, vous écrivez sur votre moteur de recherche Hello Asso à Sopama. Une fois que vous voyez que l'encadrement vert, vous voyez faire un don à Sopama, donc vous cliquez dessus. On regarde l'image suivante, voilà. Donc, il va apparaître cet écran sur votre ordinateur. Et puis, vous verrez, on peut donner une fois 20 euros, 50 euros, 100 euros, etc. Vous pouvez aussi donner le montant que vous voulez. Et sinon aussi, vous pouvez aussi donner chaque mois 20 euros, etc., etc. Mais vous pouvez aussi donner le montant que vous pouvez choisir 5 euros, comme vous pouvez choisir beaucoup plus par mois. Donc voilà, vous allez sur votre moteur de recherche pour soutenir la Sopama au niveau financier. Ça nous permet de payer les avocats, de payer les papiers, le loyer, l'eau, parce qu'on a un local justement qui se trouve à Place d'Armes au Lamentin. Et justement, c'est là où se fait le projet du jardin compost de la Sopama. La semaine dernière, nous avons eu comme invité Marcel Bourgade. On avait vu c'était quoi la SNIEF et on a vu aussi ce qui est le droit de ce qui est légal à ce qui est légitime. Donc voilà, donc on va commencer aujourd'hui par le jardin compost, le projet de la Sopama chapeauté par Yasmina. Ensuite, on verra c'est quoi le biogaz par rapport au compostage et après, on finira l'émission par le gaz de schiste. Donc, je te laisse la parole, Yasmina. Merci, on va voir l'affiche du jardin compost. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, cette affiche du jardin compost, effectivement, on la voit à l'écran. Donc, c'est une affiche de présentation qu'on a déjà publiée sur le Facebook de l'association. Et le but, en fait, de ce projet, c'est vraiment de pouvoir revaloriser les biodéchets. Donc, les biodéchets, c'est tous les restes de fruits, légumes, pelures ou les restes de repas. Et puis, pour ce projet-là, donc l'association va pouvoir accueillir 2 services civiques puisqu'on a reçu un avis favorable pour notre demande d'agrément pour justement accueillir les services civiques. Mais excuse-moi, les biodéchets, lorsqu'on fait notre repas et qu'il y a des restes, ça s'appelle aussi du biodéchet? Oui, parce qu'en fait, les biodéchets, c'est toute la matière organique qui peut être revalorisée en compost. Donc, ça peut être effectivement le riz, les légumes pays, les carottes, les concombres, les os de voilà. Poule, tout ça. Tout à fait. Effectivement, on peut mettre des os. Alors, les os, tout est compostable. Enfin, beaucoup de choses sont compostables, sauf bien sûr le plastique et les choses qui sont un petit peu industrielles. Et les os, effectivement, on peut mettre
mettre dans le compost, mais ça va prendre un peu plus de temps à se dégrader. Là, en fait, pour ce projet, on va y aller, on va dire, à tâtons, surtout avec les ménages qui vont vraiment petit à petit s'approprier la pratique. Et l'idée, c'est de partir par les pelures de fruits et légumes et les restes de repas. Mais par reste de repas, on va éviter tout ce qui est os et restes de poisson dans un premier temps, et puis après, quand la pratique pourra bien venir, là, on pourra aller plus en profondeur. Donc, on va regarder sur l'écran. Alors, la page 2 du projet du Jardin Lacou, où nous voyons que ça se fait à la SMHLM de la résidence du Square à Place d'Armes ou la Montagne. Oui, tout à fait. Pourquoi à la résidence du Square? Alors, pourquoi SMHLM? Alors, la Sopamar siège depuis de nombreuses années à la cité Place d'Armes, et puis c'est un site qui regroupe quand même 600 à 1000 personnes. Et ces personnes-là, en fait, elles demandent de l'activité au sein même de la cité pour les jeunes, les moins jeunes, et aussi il y a quand même de la surface verte qu'on peut revaloriser, faire un petit jardin de plantes médicinales, de fruits et légumes derrière. Et l'idée, c'est d'avoir en fait un endroit à proximité pour que autant l'association puisse proposer des activités et que les personnes, notamment âgées, puisqu'il y en a beaucoup à la cité, puissent trouver des activités. Donc les personnes âgées, elles sont très souvent attachées en fait aux pratiques en temps longtemps, chose qui est très compréhensible, et notamment avec les plantes médicinales. Donc on en parle tellement aujourd'hui avec la crise sanitaire. Et là, c'est vraiment pour que les personnes puissent jardiner, avoir une petite activité, et la récolte, bien sûr, après, ils pourront récupérer sans problème. Mais ça permet tout de même à ressouder des liens entre les habitants de la cité. Oui, tout à fait. C'est pour ça, en fait, on a resitué un petit peu, renoué avec vos voisins sur la fiche Jardin Compost. Effectivement, il y a un volet social parce que en dehors de la crise, même avec la crise et même en dehors de la crise, il y a eu cette dissociation des personnes. Les gens, en fait, ont eu cette rupture, en fait, entre eux. Avant, on connaissait, même moi, j'ai eu la chance de connaître l'échange de fruits et légumes, le troc, etc. Et ça s'est perdu avec le temps. Et là, c'est vraiment remettre au goût du jour et que les personnes puissent se réconcilier entre elles. Donc, autant personnes âgées que jeunes. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont encore du savoir à transmettre. Donc, lors de nos enquêtes, notamment, puisqu'on fait des enquêtes pour savoir qui souhaiterait participer au projet. Une enquête qui n'est pas encore terminée. Mais l'idée, justement, quand on échange avec ces personnes-là, il y en a beaucoup qui sont très enthousiastes de ce projet-là et de savoir comment il va pouvoir grandir, et même elles veulent participer soit au niveau pratique, donc aller au jardin, ou soit vraiment transmettre la connaissance aux jeunes et moins jeunes, et pourquoi pas aussi revaloriser des plantes rares qui sont de plus en plus, qui disparaissent avec le changement climatique et consorts. Et en faire bon usage selon les traditions ancestrales. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc il y a aussi, donc c'est Yasmina, tu es le porteur de projet, je vais dire la porteur de projet du Jardin Compost au sein de la Sopamar, et tu as aussi cherché des partenaires. Voilà, des partenaires. On va avoir les partenaires sur l'écran. Donc tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait? Tout à fait, effectivement. Donc au niveau de ce projet-là, j'insiste de dire que c'est le projet de la Sopamar, parce que quand j'écris un projet, quand je propose un projet, c'est toujours un projet communautaire, c'est pas un projet pour moi. Et là, c'est le projet de la Sopamar qui est effectivement porté par moi, c'est-à-dire au niveau de la paperasse, etc., pour le suivi du projet. Et là, le financement, comment ça s'est fait? Alors, en fait, il faut savoir, et ça, j'insiste, parce que des fois, voire souvent, la population n'est pas au courant, que ce soit les associations, les particuliers, les entreprises. En fait, il faut savoir que nous avons des appels d'offres ou des appels à projets qui sont proposés par les organismes publics, donc ça peut être les collectivités ou alors par exemple l'ADEME. Donc là, dans le cadre de France Relance,
Donc, volet économie circulaire. Donc, l'ADEME propose aux associations, entreprises et aux collectivités de financer des actions qui sont en lien avec l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est-à-dire de ne plus acheter, consommer, jeter, mais vraiment acheter, consommer, revaloriser, réutiliser pour éviter, en fait, pour faire en sorte que ce qu'on croyait déchet puisse être une nouvelle ressource pour quelqu'un d'autre ou même pour nous. Et là, je me suis positionnée d'abord sur l'ADEME dans ce cadre de programme France Relance. D'ailleurs, ce projet-là a été tout de suite très apprécié parce qu'en fait, c'est le premier projet de cette envergure à la Martinique, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on aura un site de compostage partagé dans une résidence qui regroupe 600 à 1000 personnes. Donc, c'est quand même un véritable enjeu et un enjeu il faudra expliquer en fait à la population, ne serait-ce qu'à travers le plateau, mais aussi dans nos animations, parce que le compostage, effectivement, c'est une pratique en temps longtemps. Donc ça, c'est pas une pratique nouvelle, ça existait déjà. Mais en quoi c'est bénéfique? C'est bénéfique parce qu'on a le compost à la fin, donc la dégradation de la matière organique donne une matière qu'on appelle le compost, et ce compost pourra être réutilisé après pour les plantes. Et ça, c'est super puisque ça nous éviterait d'utiliser des engrais industriels qui sont souvent très chimiques pour la biodiversité du sol, pour nous et pour les plantes. Et là, en fait, effectivement, pour ce projet-là, on a récupéré de la sciure, par exemple. C'est ce qu'on voit à l'écran. Exactement, de la sciure de bois. Donc, cette sciure de bois, le bois, c'est des bois de palettes en provenance de Monsieur Luc Lebille de Bois et Astuces, qui est traité avec de l'eau de mer, donc traité naturellement. Donc, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Et le compostage... C'est fait en Martinique. Voilà, tout à fait. Et le compostage, c'est très important. Il faut de la matière sèche pour équilibrer tout ça, parce que sinon, effectivement, ça peut amener des nuisibles, etc. Les gens ont peur de ça, mais un compost bien fait, il n'y a ni odeur ni nuisible. Okay. Donc ça, il faut pouvoir ne plus avoir peur, ne plus craindre cet aspect-là. C'est quelque chose qui peut se résorber ou s'équilibrer très facilement avec la matière sèche. Et quand on aura le compost, on pourra utiliser à ce moment-là pour les plantes. Et c'est pour ça qu'on a fait jardin compost, parce que l'idée, c'est avant tout le compostage partagé, mais affilié à un petit jardin, effectivement, puisqu'il faudra utiliser la matière. Donc, à la suite. À l'écran, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit, effectivement, pour ce projet-là, on a dû faire une analyse de sol. Là, en fait, c'est la Fredon qui fait une analyse de sol à la cité Place d'Armes, en fait, pour voir s'il y a oui ou non la présence de chlordécone et aussi les propriétés physico-chimiques du sol, c'est-à-dire s'il faut, par exemple, du calcium, etc. Le calcium, c'est simple, on pourra apporter du calcium avec les coquilles d'œufs, par exemple. C'est vraiment pour pouvoir bien prendre soin des plantes, même si nous avons prévu de faire en bac, mais en fonction de la qualité du sol, rien ne nous empêche, effectivement, s'il n'y a pas de chlordécone, de pouvoir planter à même le sol. Et donc, il n'y a pas de chlordécone? Alors là, on attend, puisqu'il faut attendre les analyses et on est en attente. Donc, parce qu'il y a un champ de bananes à côté, mais cette résidence est là depuis très longtemps. Voilà, avant, c'était un champ de canne. Donc, même si effectivement, il y en a qui ont utilisé la chlordécone pour la canne. Donc, on verra bien, mais a priori, dans l'historique, en tout cas, de ce que le professionnel de la Fredon m'a dit, ici, c'est peu probable. Après, ce qui cause aussi la pollution, c'est qu'il y a des personnes qui ont ramené et puis pour leur jardin, ils ont utilisé. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais d'une manière ou d'une autre, il est toujours possible de faire des plantations sur un... Tout à fait, un terrain chlordéconé. Voilà. Donc, tout à fait. Il faut juste adapter la technique agricole. Voilà, donc tout à fait. Si c'est chlordéconé, on va garder la culture en bac et puis on pourra faire des cultures en lasagne aussi. C'est très préconisé. En lasagne comme... voilà, exactement, comme le plat, exactement. Donc, on peut, par exemple, la lasagne, ça peut être un feuillet de paillage de tonte séchée avec un feuillet de compost, de matière organique, encore de tonte séchée, etc. pour garder l'humidité et surtout les nutriments pour que la plante puisse bien grandir sans être en contact du sol pollué. Ok, mais super, l'adaptation. Tout à fait, surtout que n'oublions pas que le compost, en fait, ça a été prouvé par le CIRAD que le compost permet de diminuer la mobilité de la chlordécone, c'est-à-dire qu'elle va favoriser le piégeage, en fait, de la molécule et du coup diminuer le transfert de la pollution à la plante. Mais dis-moi, alors j'aurais aimé d'abord que tu nous dises pourquoi tu es allée voir l'ADEME, c'est quoi l'ADEME en très peu de temps. Oui. Le CIRAD aussi, CIRAD,
c'est qui le CIRAD. Oui. Et étant donné qu'on a une consommation qu'on importe, en fait des produits qu'on importe majoritairement par les conteneurs, est-ce que justement ces produits-là, lorsqu'ils se retrouvent dans notre compost, ne sont pas nocifs pour notre propre jardin? Oui, tout à fait. Alors effectivement, donc l'ADEME, c'est l'agence de maîtrise de l'énergie. Donc c'est une agence en fait qui est mandatée entre guillemets par le ministère de l'Environnement et elle va en fait pouvoir financer dans plusieurs volets, économie circulaire, développement, etc., les associations, entreprises qui le souhaitent en fonction du projet. Et là, je me suis positionnée dans le cadre du programme France Relance. Au niveau alors il y a d'autres partenaires, donc il y avait la collectivité territoriale de Martinique, bien sûr. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le PDMT, le plan de gestion des déchets, le plan de maîtrise, pour la gestion des déchets. Donc ce plan-là, effectivement, le plan France Relance rentre dans ce cadre-là, puisqu'il s'agit de diminuer les déchets des ménages avec le compostage. Et puis l'ODE, alors l'ODE, c'est surtout la ressource en eau. Donc nous allons mettre en place des citernes de récupération d'eau de pluie parce qu'il y a la sécheresse, il y a le changement climatique. Donc, c'est pour éviter, en fait, d'utiliser les réseaux d'eau et d'utiliser la ressource directement naturelle. D'où le fait qu'on voit bricolage sur le... Voilà. Alors, effectivement, au niveau du bricolage, c'est surtout pour les bacs. Par contre, les citernes, on a prévu d'en acheter. Le bricolage, c'est surtout pour les bacs, effectivement. Donc, on fera avec les services civiques ou les ménages qui le souhaitent, et puis le jardinage. On aura, puisque moi, à Dogne, oui. deux services civiques. Alors, un service civique, tout à fait. Alors, les services civiques, donc on est en attente d'eux, mais on a déjà quelqu'un en vue. Donc, on a hâte de les accueillir et ce sera courant avril, par contre. Courant avril, voilà, ok. Tout à fait. Oui, alors tu me parlais du CIRAD. Donc, le CIRAD, c'est quoi ? Donc, le CIRAD, c'est le Centre de recherche pour la valorisation agronomique. Donc, le CIRAD, en fait, alors, ils ne sont pas financeurs, mais ils peuvent être partenaires, notamment pour ce qui concerne la connaissance sur la biodiversité du sol. Effectivement, on va montrer tout à l'heure une vidéo sur le livret pédagogique où on va par exemple mettre des images en fait de la biodiversité du sol qu'on peut trouver et dans le sol et dans le compost également. Surtout que dans le compost, on va trouver des vers de terre. Et c'est très important de le dire, les vers de terre sont inoffensifs et ils sont garants en fait d'un sol de très bonne qualité puisque c'est eux qui sont à la chaîne de pratiquement tout et surtout des nutriments dans le sol. Ils vont pouvoir aérer le sol et jouer dans le cycle justement de l'azote, donc les nutriments pour les micro-organismes, etc. Et c'est grâce à eux surtout qu'on peut avoir de très bons rendements. Donc il faudrait aussi sensibiliser sur ça et le CIRAD agit déjà sur ça puisqu'il y a des projets en cours de lombriculture ou de transition agroécologique, justement, des productions agricoles en Martinique. Donc, ce qui sera produit pour la cité HLM, oui. Ça sera à partager. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis justement, tu m'avais parlé le compostage par rapport aux produits importés. C'est ça. Donc effectivement, ça malheureusement, on n'a pas de maîtrise dessus, mais l'idée c'est de toujours, au sein même de l'association ou même en tant que personne moi-même, c'est de sensibiliser les ménages à la consommation autonome ou à la consommation locale. Donc l'idée c'est que les ménages puissent consommer localement et il y aura cette sensibilisation de fait le 9 avril prochain. Donc l'idée c'est de sensibiliser sur le projet, mais aussi à la consommation locale. Donc, on va essayer de faire un événement où les ménages pourront partir à la découverte des produits locaux, des produits du terroir martiniquais, qui pourront consommer, bien sûr, et puis revaloriser s'il y a à revaloriser, par exemple, les tomates, les piments, les plantes, etc., en compostage. Donc, c'est vraiment un cheminement de consommation locale et puis de préservation de l'environnement, toujours en faisant écho à l'écologie, vraiment la base même de l'association Asupama. Et puis être éco-responsable chacun. Exactement. Et effectivement, donc en fait, je sais aussi que tu as préparé un petit livret. Oui, donc tu veux nous expliquer, je t'avais demandé, est-ce que c'est juste pour, parce que j'ai vu le livret, il est très beau, il est très riche. Merci. Alors je me suis dit que
est-ce que c'est juste pour la société SMHLM à Place d'Arnaud Lamentin? Je dis, si c'est juste pour eux, c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. Oui, alors l'idée... C'est bien construit, très bien construit. Merci beaucoup. Alors l'idée, c'est vraiment de transmettre la connaissance. Donc au départ, ce sera effectivement pour les ménages de la cité SMHLM, mais avec les membres de l'association, on va faire en fait des remontées pour pouvoir justement corriger. Donc effectivement, tu m'as apporté des remontées que je vais devoir corriger, même au niveau des fautes, etc., pour que tout le monde puisse apporter son avis et qu'on puisse avoir un livret qui reflète vraiment l'association. Et ce livret sera surtout avisé pour les scolaires parce qu'en fait, dans ce livret, ce n'est pas que le compostage, c'est le compostage et tout ce qui entoure le compostage, c'est-à-dire le sol, la biodiversité du sol, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau également et tout notre environnement, les écosystèmes. En fait, l'idée, c'est que les ménages, les enfants, les adultes et toute personne puissent s'approprier les bases pour comprendre en fait ce qui se passe dans un sol et comment on peut bien prendre soin d'une plante avant de pouvoir bien prendre soin aussi du compost. Parce que le compost, c'est avant tout la biodiversité qui travaille pour nous et il faut comprendre en fait tous les processus de dégradation pour comprendre qu'en fait c'est un outil naturel en fait qu'on peut utiliser et qu'on n'a pas en fait à dépenser dans les engrais industriels qui polluent et qui sont nocifs pour notre santé. Là, c'est vraiment un cheminement où les personnes pourront s'approprier des bases de connaissances sans forcément avoir fait de grandes études, etc. Donc, ce sera abordable à tous. Donc là, tu nous as fait une petite vidéo effectivement, qu'on va montrer. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo du livret. C'est bon pour t'appareil. Alors, je vous ai dit, j'ai fait un tour dans ce livret, très pédagogique, très intéressant, mais j'ai vu qu'il y a le jeu du ver de terre. Voilà. Parce qu'il y a aussi des petits jeux dedans. Donc, voilà, tu peux nous en parler des jeux du ver de terre? Donc, en fait, les petits jeux dedans sont à l'attention de tous. Donc, il y a des jeux pour adultes et enfants, donc par exemple des mots croisés. Mais effectivement, le jeu du ver de terre, en fait, c'est que l'enfant ou l'adulte se seront appropriés tout ce qu'il y a à savoir sur le sol, la terre, etc. pour le ver de terre qui est à la base de tout au niveau du compost et du sol et des rendements. Et ce jeu-là, en fait, ça peut être joué à deux ou en groupe. Et l'idée, c'est que les personnes, en fait, puissent enregistrer beaucoup mieux ce qu'ils ont appris dans le livret. Donc il y a des questions, donc quand c'est les cases vertes, donc il y a des questions qui peuvent être posées par l'animateur ou celui qui se propose d'être animateur, donc des questions qui sont en lien avec le livret, par exemple comment on fait un compost, de quoi est composé le sol, donner des exemples, etc. Et puis les cases rouges, c'est très drôle, en fait c'est juste la vie de ver de terre, donc à quoi il se confronte. Donc il peut se confronter à des poules puisque les poules sont friandes de ver de terre, donc à ce moment-là il revient à la case départ, ou alors la mécanisation, puisqu'effectivement sur nos terrains agricoles on a tendance à beaucoup mécaniser, ça compacte le sol et ça c'est pas bon du tout pour les vers de terre. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des jeux pédagogiques pour encore plus s'approprier les bases de la connaissance. Mais lorsqu'on coupe un ver de terre en deux, on voit que les deux parties bougent toujours, elles sont toujours vivantes. Alors c'est le cycle de vie d'un ver de terre, c'est particulier parce qu'il y a des vers, effectivement, même en étant coupés, en fait ça fait deux individus différents qui peuvent vivre et survivre. Après, chaque espèce n'a pas forcément cette capacité-là, et il y a le CIRAD justement qui mène une étude sur différentes espèces de vers de
de terre, une étude qui normalement ne devra pas tarder à faire un bilan. Et ça, ce serait intéressant effectivement de s'y intéresser pour se dire, ah mince, j'ai coupé un ver de terre, est-ce que c'est grave ou pas grave? Donc voilà. Sachant qu'on a énormément de vers de terre parce que pour un très petit volume de terre, on a des milliers de vers de terre. Et ça, c'est quand même positif, mais c'est inoffensif et c'est important d'en avoir. Donc, si on veut en avoir plus, on va couper les vers de terre. Il faudrait voir avant. Ouais. Lorsque je prépare les émissions, je fouille beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai vu effectivement une petite vidéo sur le compostage, mais on fait du compostage, mais on peut avoir aussi, à partir de ce compostage, du biogaz. Donc, on va en parler juste après la vidéo et puis on va revenir sur le plateau pour en parler, le biogaz. Of feeding hundreds of billions of population starts from the small village. People are still depending upon firewood or charcoal or kerosene cooking. Biomass cooking deprives the soils and it creates a lot of health problems in the households. 1 million deaths are happening throughout the world because of the indoor air pollution. Because of the lot of investment in the form of chemical fertilizers, pesticides, almost 10,000 farmers are committing suicide in India every year. We have to think about other alternatives. నాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. నేను ప్లాంట్ కడతాకి వెళ్ళిన చోటల్లా రైతులు నాకు సప్లై ఇస్తారు. వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. నాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. రైతులతో కూడా Action Carbon not only finance the project but also provides the carbon expertise so as to help the local NGO understand the methodology that is being used to calculate the greenhouse gas emissions, to monitor the project annually and to get the projects recognized in the international carbon market. If a household is having 2 cows, the dung available from the 2 cows is sufficient to provide cooking needs of that family. Collect the cow dung from the cow shed, put it in the inlet tank of the biogas plant and add approximately equal amount of water to that, mix it properly, remove the floating material. If you open the lid in the inlet tank, it flows into the digester with gravity. The material remains there for 40 days and it will ferment and the bacteria inside the digester will convert volatile material into the biogas. Biogas is consisting of methane and carbon dioxide and again whatever the excess material is there, it will be accumulated and the slurry flows out is enriched manure. Vermicompost is nothing but the material excreted by earthworms. To make that material, we have to mix the biogas plant slurry with any other organic residues like straw, leaves, dry leaves. Alors, on voit comment la nature, en fait, c'est un écosystème, tout est en interdépendance, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Il y a toujours une affaire de sécurité à faire par rapport au biogaz, parce que ça porte quand même un risque. Oui. Tu peux nous en parler, parce que tu m'en parlais. Donc effectivement, cette vidéo était très intéressante puisque le compostage, le processus de compostage, c'est d'abord les vers de terre qui vont fragmenter la matière et après nous aurons les bactéries justement qui vont faire une montée en température et qui vont encore plus décomposer la matière et ça peut créer des rejets de CO2, de méthane, etc. Mais par contre, le biogaz, c'est une réaction qui se fait sans oxygène, alors que le compostage, c'est quand même un processus qui se fait avec oxygène. Donc, en fait, le biogaz est super intéressant, effectivement, à partir du biodigesteur qu'il a démontré. Donc, il y a, alors en Martinique, il y a déjà cet exemple-là. Alors, une amie qui fait justement, voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment super. Ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne et effectivement, c'est une ressource non négligeable puisque en fait à partir justement de la matière organique, donc là en l'occurrence ils ont montré
des excréments animaux, mais ça peut être effectivement avec les biodéchets. Et la fermentation, c'est la dégradation de la matière organique sans oxygène. Donc effectivement, avec cette fermentation-là, les bactéries vont pouvoir libérer le méthane et le CO2 qui pourront après être utilisés pour faire le biogaz, donc cuisiner. Alors en Martinique, on n'a pas besoin de chauffage, mais ça peut être aussi utilisé en chauffage dans les milieux tempérés et ça peut aussi être utilisé dans la production d'énergie. Alors de ce que je sais, au niveau du méthane, le rendement est quand même défini comme moindre, alors autour de 30%, bien que je trouve que 30% c'est quand même pas mal. Je pense que ce serait quand même un test à faire en Martinique puisque nous sommes très dépendants des énergies fossiles et ce serait peut-être intéressant de voir ce que ça peut donner avec les biodéchets puisque bon, au niveau de la gestion des déchets, c'est difficile sur le territoire, il n'y a plus de place, il faut diminuer la quantité de déchets au niveau des ménages et s'il y a des ménages qui ne veulent pas composter, on peut leur proposer cette alternative-là, ce qui pourrait induire à une réduction du coût justement du gaz où on sait très bien que la bouteille de gaz revient relativement très cher ces temps-ci. Donc, ouais. Et j'ai vu effectivement, lorsque je faisais mes recherches pour préparer l'émission, qu'il y a en France, par exemple, ils récoltent les biodéchets des restaurants et tout. Tout à fait. Donc des camions poubelles, hein, comme des camions qui viennent récolter chez nous nos poubelles. Et puis, ils le transforment en biogaz. Exactement, donc c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, il y a toujours dans cet objectif d'économie circulaire, alors là, dans la vidéo, il a montré un dôme en ciment, mais dans l'objectif d'économie circulaire, on peut revaloriser des gros bidons en plastique et fabriquer en fait un réchaud tout simple qui puisse accueillir le gaz et ensuite pouvoir cuisiner tranquillement. Donc, mais ça fonctionne effectivement. Ouais. Et il y a quand même une question de sécurité aussi, parce que ça explose. Oui, ça peut exploser. Donc effectivement, ça, je pense que ce serait intéressant de voir ça avec des spécialistes pour sécuriser tout ça. Mais effectivement, le méthane, c'est explosif. Et en plus, il y a cet effet aussi par rapport au changement climatique. Donc il faudrait peut-être voir comment ça peut se moduler pour en faire bon usage et que ça revienne équitable, surtout aux ménages. Oui, parce que nos bouteilles de gaz, elles sont faites en métal et tout cet air est compressé dans c'est ça. Ces surtout qu'il faudrait voir à ce moment-là aussi comment y extrait le gaz, puisque là, ce sera dans le sujet suivant. Par rapport au gaz de schiste, c'est compliqué parce que même si c'est naturel, c'est quand même des ressources qu'on prélève dans le sol. Donc voilà, là, il y a quand même de quoi faire directement avec nos biodéchets. C'est ça. C'est ça. Et effectivement, on peut voir aussi la ferme Songhai au Bénin, qui fonctionne très bien en autosuffisance énergétique, alimentaire et tout. Cette ferme-là fonctionne très très bien. On peut regarder sur YouTube. Mais aussi, donc, on parlait de production d'énergie. Et c'est vrai que, justement, je voulais parler d'un autre gaz, qui est le gaz naturel, mais selon la manière dont on extrait ce gaz, ça peut être nocif pour un écosystème. Donc, nous avons... on va avoir une petite vidéo. Donc, c'est une bande-annonce sur un film qui s'appelle No Gazaran. Donc, après la petite vidéo de cette bande-annonce, on retourne sur le plateau. Si ce projet ne comporte aucun risque, pourquoi nous l'avoir caché? Il y a là un déni de démocratie d'un autre temps. Il y aura ici, à un moment donné, de la fracture hydraulique. C'est ça qu'on voudra. The problem is that we dig into a material that contains things that we don't want to get up into our groundwater. Like I said, it's got uranium in it, arsenic, barium. You name it, it's in there. I can't pronounce it all. That's why I show it to everybody. On a déjà là 3 produits qui sont capables d'entraîner, à plus ou moins long terme, des leucémies chez l'homme. Déjà, rien que ça, si on met ça dans les mélanges, c'est criminel. Ça a été expliqué lors de nombreuses réunions publiques qui ont vu beaucoup de monde, rassemblé beaucoup de monde, comme moi jamais j'en avais vu. Je crois que ça tient à ça. Hein. Les gens ont peur, quoi.
aller chercher dans des roches qui ont quelques 180 millions, voire 280 millions d'années. En quelques semaines, être capable de tout foutre en l'air, c'est faire preuve d'une irresponsabilité inacceptable à mes yeux. Tous nos politiques, quelle que soit leur origine, savent. Ce n'est pas à l'industrie à décider de notre avenir énergétique, c'est aux citoyens à le faire. Le président de la République fait des déclarations le soir du 14 juillet, et puis sur le terrain, il y a ça. Donc petit à petit, ils avancent leurs pions dans l'ombre. Tous les calculs économiques qui ont été faits me paraissent largement discutables. Donc on va les bloquer, et évidemment, c'est pas légal, mais c'est légitime. Donc, vous pourrez trouver ce film-là sur vos moteurs de recherche. Il est très intéressant et c'est très symbolique par rapport au combat que mène en permanence la Sobamar. En fait, c'est le pot de terre contre pot de fer. Et en réalité, lorsqu'on laisse justement ce pot de fer prendre le dessus, nous vivons. En fait, c'est les peuples qui vivent et qui subissent cet écocide. Et puis aussi sur leur propre santé. Donc le peu que tu as vu sur ce film, qu'est-ce que tu peux en dire déjà par rapport à ça? Effectivement, l'extraction dans les schistes, les schistes ce sont des roches qui sont un aspect feuilleté, donc on va voir l'image. Est-ce que tu peux mettre l'image, s'il te plaît, sur justement l'image gaz conventionnel, page 1, s'il te plaît, sur l'écran? Voilà. Donc là, on voit deux types d'extraction. Voilà. Donc, en fait, on parle souvent de l'extraction au niveau des argiles, les marnes. Donc, ce sont des structures en feuillet. Et de ce que je sais, c'est que ça peut effectivement polluer les nappes phréatiques. Donc ça, c'est quand même relativement grave parce que les nappes phréatiques, le renouvellement de l'eau dans les nappes, ça varie parce qu'il y en a certaines, ça peut être 10 ans, il y en a certaines, ça peut être 40 ans. Mais si elles sont polluées, c'est toute la nappe qui est polluée qu'il faudra rechanger. Donc ça, c'est très particulier puisque tout est sous nos pieds et nous n'avons pas, à part pour l'extraction d'eau, nous n'avons pas même mis sur la qualité de l'eau des nappes phréatiques. Donc si à ce moment-là on commence à polluer, c'est quand même très problématique. Et par rapport à l'extraction, même il y a des risques, mais on l'a dit par rapport aux explosions notamment. Donc bon, cette vidéo ne laisse pas indifférente, même s'il n'y a pas trop ça en Martinique. Je pense qu'il faudrait aller vers d'autres ressources comme celles qu'on a proposées par rapport à la valorisation des biodéchets en biogaz, par exemple. Mais en fait, nous sommes sur la même et unique planète. Tout le monde, nous y vivons dessus. Donc, effectivement, le gaz de schiste, particulièrement aux États-Unis, ça a fait vraiment une grosse catastrophe écologique. Donc, c'est tout un système naturel. En fait, c'est la faune, la flore, les êtres humains qui en subissent les conséquences. Et lorsque je vois, par exemple, en 2016, la France qui refuse, dans la légalité, refuse d'extraire le gaz de schiste dans la terre, mais elle permet quand même à d'autres de le faire et puis d'en consommer elle-même. Et il y a aussi une loi, j'ai vu sur une loi, lorsque vous verrez nos Gazaran, donc il y a la loi de recherche. Donc on peut faire des recherches, donc on donne des permis pour faire des recherches. Alors pendant 5 ans, on donne un permis de 5 années, donc l'entreprise fait des recherches, et si elle a trouvé du gaz de schiste, tout ça, etc., donc elle exploite, entre guillemets, pendant 5 ans, et ce projet de recherche, on peut le renouveler 3 fois. Ça fait que l'entreprise, particulièrement les entreprises canadiennes, pendant 15 ans peuvent exploiter du gaz de schiste un peu gratuitement et en toute légalité, en quelque sorte. Et les grandes entreprises profitent de ça, justement. Donc on fait 15 ans ici, 15 ans par là, 15 ans, et puis finalement,
ils produisent du gaz de schiste légalement, mais aux dépens des peuples qui y vivent. Donc, on va regarder de nouveau l'image de gaz conventionnel. Voilà. Moi, ce que j'aurais... En fait, ce qui met à l'alarme, en tout cas, c'est par rapport à l'extraction de tout ça, en fait, quels sont les risques après, puisque la roche, elle était structurée avec des gaz. On va dire qu'elle était plus ou moins en équilibre avec les gaz dedans, mais qu'est-ce que ça devient lorsqu'on a tout extrait? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de cassure? Effectivement, c'est ça. Exactement. Donc, sur l'image que nous voyons là, nous voyons deux types de forage. Le type conventionnel, ou celui qu'on a l'habitude de voir avec l'extraction verticale. Donc, ils font un trou, un forage, et puis donc ils récupèrent le gaz. Donc ça, c'est un peu le gaz qui est effectué par exemple en Russie. Et à droite, non conventionnel, c'est le gaz de schiste. Le schiste, c'est une roche, hein. C'est une roche, le schiste. Et puis pour pouvoir extraire, parce qu'on voit que le forage est à la verticale, mais on voit des éléments à l'horizontale. Et effectivement, pour extraire justement ce gaz dans la partie qui est rocheuse du schiste, eh ben, ils font ce qu'on appelle une technique de fracking. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais. C'est-à-dire qu'ils font un mélange d'eau, de produits chimiques et de sable qu'ils envoient à haute pression à plus de 4 km de profondeur, parce qu'il faut savoir que ce sont des forages quand même qui sont à des profondeurs de 4 km de profondeur. Et puis, ils exploitent, une fois qu'ils ont mis ce gaz, ce mélange d'eau, de sable et de composants chimiques dans cette partie à 4 km de profondeur, et bien le gaz se libère et entre dans le forage pour pouvoir être après stocké dans des grands... voilà, on voit sur l'image, pour après être stocké et puis être distribué par la suite. Et effectivement, ça fragilise énormément les sols, donc ça provoque des tremblements de terre. On voit sur le documentaire No Gazaran qu'il y a des flaques d'eau où on voit des bulles sortir. Donc, lorsque quelqu'un met justement une flamme à côté, eh bien, on voit que ça s'enflamme parce que c'est du gaz qui sort de là. On verra aussi, la première chose qu'on voit dans le documentaire, c'est un monsieur qui laisse l'eau du robinet couler et puis il approche une flamme de briquet à côté de ce robinet avec l'eau qui coule, et puis d'un seul coup une grosse flamme explosive sort du robinet alors que l'eau coule. L'eau est inconsommable, donc c'est vraiment une catastrophe écologique. Et je vais vous montrer donc on a vu l'image de la fracturation d'eau, mais on peut voir aussi des images aériennes voilà, de ce que ça donne que l'extraction, le fracking aux États-Unis. Voilà, donc c'est une désertification des sols. On n'a plus de végétaux. On n'a plus de rivières, on n'a plus de sources d'eau. Et lorsqu'ils extraient justement ce gaz des sols, eh ben, les populations avoisinantes ne peuvent plus consommer, ne peuvent plus cultiver sur ces terres. Il y a énormément de tremblements de terre. C'est vraiment quelque chose, mais c'est vraiment une catastrophe écologique. Alors, lorsqu'ils font un puits, comme ils extraient énormément à outrance, un puits, c'est pour 2 années, et après, c'est fini, ils sont obligés d'extraire ailleurs. Donc, ils font un puits par-ci, un puits par-là, un puits par-ci, un puits par-là, et puis on a ce type de paysage. Oui, ça fragilise beaucoup le sol à ce moment-là, effectivement. Donc, c'est assez aberrant. Donc, il faudrait proposer des solutions alternatives et voir le côté positif en fait de tout ça, mais malheureusement dans la société c'est toujours par rapport au capitalisme voilà, et on peut voir aussi sur l'image 5, je vais juste mettre quelques images, mais il faudrait aller sur internet pour voir c'est quoi cette catastrophe. Alors on verra qu'il y a énormément de militants qui luttent contre le gaz de schiste, donc voilà, donc gaz de schiste contre
eau potable, non au gaz de charbon, notre communauté. Donc en fait, il y a quand même des luttes partout dans le monde pour lutter contre ce capitalisme, ces impérialistes voraces qui, aux dépens de notre propre santé, ne regardent pas la protection des conséquences sur les écosystèmes et la santé de l'homme. Donc, et nous, à la Sopamar, je prends l'exemple lorsqu'on avait lutté, on n'a pas fini contre Albioma, c'est pas fini contre Albioma. Donc, ce qu'il y a, c'est que ils se sont dit bon. On va créer Albioma pour produire de l'énergie, pour fournir l'énergie à Galion, pour que Galion puisse produire du sucre. Donc nous pouvons constater que chaque année, on importe de plus en plus de sucre. Donc sur le Facebook de la Sopamar, la présidente justement a rappelé ce problème-là que nous avons en Martinique. Donc Albioma est né pour soi-disant produire de l'énergie pour pouvoir fournir à l'usine qui fonctionne 4 mois ou 5 mois par année. Donc c'est le prétexte pour pouvoir s'y installer. Donc ils disent que c'est de l'énergie verte. Pas vraiment. Voilà. Parce que déjà ils utilisent du bois. Alors le bois peut être importé parce qu'il y a un certain calibre. Donc du bois qui est importé, ça ne va pas déjà, ça fait pas écho à l'énergie verte. Mais il y a aussi du bois local et quand on brûle le bois, on le dit et on le redit, c'est des quantités, des tonnes et des tonnes de CO2 qui sont relarguées puisque un arbre en fait passe sa vie à stocker du CO2 pour pouvoir grandir et quand on le brûle en fait c'est pas de l'énergie verte. Donc là c'est particulier, il faudrait vraiment se poser des questions. Vraiment si on veut aller vers une bonne entre guillemets transition écologique, il faudrait se poser la question sur la production de l'énergie propre. C'est ça. D'autant plus que bon, ils disent que c'est de l'énergie propre, de l'énergie verte. En fait, ils emploient tout un mot écologique, un vocabulaire écologique pour montrer que c'est l'avenir. Voilà, la production de l'avenir. Mais il faut savoir que lorsque nous, on reçoit notre énergie ici en Martinique produite par Albioma, ça veut dire qu'il y a des forêts aux États-Unis, dans le sud, qui sont détruites. Donc des forêts qui sont détruites, donc ça détruit une zone autre que la Martinique. C'est pas parce qu'on ne voit pas de nos yeux que ça n'a pas des conséquences sur notre planète entière. Et donc une fois que ces arbres sont coupés, eh ben, ils sont transportés par quoi? Par des camions, par des bateaux, ils sont transformés dans des usines. L'empreinte carbone, il y a ça. Donc, pour produire des comment ils s'appellent ça, des petits capsules de bois, voilà. Et ben il faut qu'une usine les transforme. Tout à fait, et surtout il faut pas oublier les cendres. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec les cendres de tout ça? Comment elles sont traitées? Parce que les cendres sont riches en métaux lourds, des métaux lourds qui vont impacter le bon fonctionnement du système nerveux. Et les métaux lourds, on connaît bien, il y en a partout dans les sargasses aussi, par exemple. Donc ça, il faut être vigilant avec ça. C'est ça. Donc le transport des particules, comment ils appellent ça? Biomasse, bagasse, je sais alors plus. Oui, alors la bagasse c'est pour le reste de canne, mais par contre les petites capsules en bois, le mot m'échappe, mais effectivement je vois de quoi tu parles. Donc on les transporte en bateau, le bateau arrive au port de Fort-de-France. Une fois que le bateau arrive au port de Fort-de-France, il est stocké, il faut emmener à Trinité, donc ça veut dire que c'est quand même plus de 40 camions par jour. Donc réellement, franchement, est-ce que c'est vraiment si bio-écologique que ça? Donc il y a vraiment à se questionner là-dessus. Voilà, donc ils font des projets à des grandeurs surhumaines, mais en fait Il faudrait peut-être leur proposer avec les biodéchets, sachant qu'ils sont à côté du centre de valorisation organique, donc qui quand même essaye tant bien que mal de valoriser les biodéchets ramenés par l'espace sud en compost, mais il faudrait peut-être qu'il y ait plus d'apport de la population. Donc il faudrait en fait voir, peut-être créer une commission, une instance en fait avec Albioma, les particuliers consorts pour pouvoir
créer une vraie énergie verte. Oui, mais il faut dire aussi qu'on ne sait même pas s'il y a des filtres. Ils ont dit qu'ils allaient mettre des filtres dans l'usine. C'est même pas sûr parce qu'on nous donne aucun résultat, aucune analyse de même la qualité de l'air. On nous dit rien du tout. On ne mesure pas la qualité de l'air. Donc il y a rien. Ils produisent. Il y a aussi la bagasse qui est utilisée pour faire du rhum. Elle est beaucoup trop humide pour pouvoir être utilisée à Albioma. Donc c'est une bagasse qui n'est pas utilisable à Albioma. Donc il y a les rejets dans la mangrove, puisque Albioma se trouve dans la mangrove. Les PM5 et les PM10, ce sont des gaz qu'on ne voit pas, mais qui passent à travers la peau, qui passent à travers les cheveux. Donc, même si on ne voit pas, même si, c'est pas juste, même si on met un masque, c'est pas juste le fait que le masque va nous protéger, puisque ça passe à travers les cheveux, ça passe à travers la peau. Donc, les résultats de tout ça, on les verra, peut-être pas à l'instant T, mais on les verra dans les années futures pour ceux qui vivent à proximité. Mais malheureusement, c'est quand on verra probablement les effets nocifs qu'il sera peut-être trop tard. Donc, il faudrait revoir tout ça. Ok. Donc, on a fait un peu globalement, on a passé justement de tous ces gaz-là. Et puis, en finale, revenons sur nos pieds, c'est-à-dire... On favorise quand même le biogaz de notre propre compost. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pourquoi pas essayer de valoriser ça, puisque c'est quand même une ressource qui peut être vraiment positive à long terme. Donc, surtout que l'objectif des collectivités, puisque les collectivités, elles ont un plan de gestion des déchets, elles ont, pour 2027, il faut réussir à réduire la quantité de déchets ménagers de 50% au niveau des poubelles. Il y a une loi, non, sur ça. Il y a une loi tout à fait. La loi sur la trame verte, quelque chose comme ça. Et effectivement, alors, dans une poubelle, c'est quand même 30 à 40%, voire 50% qui correspondent à des biodéchets, des choses qui peuvent être revalorisées. Donc effectivement, si on arrive à transformer ça et à faire quelque chose du biogaz, du compost, ou même revaloriser en quelque chose d'innovant, de nouveau, ce serait quand même très positif. Il faudrait qu'on y pense. Mais on peut mettre les cartons, les sachets. Alors, je sais qu'il y a des sachets qui sont faits avec biodégradables, avec du maïs, tout ça, etc. Oui, est-ce qu'on peut mettre ça dans le compost? Alors oui, alors moi j'utilise, j'ai déjà mis des sachets biodégradables. Effectivement, ça se dégrade très bien. Le carton aussi, mais ça dépend des cartons. Alors là, ils essaient de faire des cartons plus naturels par rapport à l'encre, etc. Mais ça dépend, mais on peut mettre le papier aussi, Ah oui, parce qu'il y a l'encre des emballages. Tout à fait. Mais c'est possible. Le carton, même, on peut l'utiliser en paillage pour garder l'humidité. Ça se dégrade très bien, généralement, oui. Ok. Et donc, en fait, ce que nous voulons faire au Jardin Compost, c'est donner l'exemple pour que ça puisse se multiplier sur toute la Martinique. À grande échelle, effectivement. Donc, donner l'exemple, composter, parce qu'effectivement, ça va devenir une obligation sous peu, dans 2 à 3 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment de composter tous ensemble, de revaloriser les biodéchets, de diminuer la quantité de déchets, d'être autonome dans sa protection de l'environnement. Donc, voilà. Et puis, on recherche toujours un service civique. Il nous manque juste une personne. Comment faire alors, à ce moment-là... Un service civique, qui peut être service civique? Alors, effectivement, là, nous Ceux qui ont la quarantaine, est-ce qu'ils peuvent être? Malheureusement, non. Donc, les services civiques, effectivement, il y a engagés de service civique et volontaires de service civique. Et là, nous nous sommes concentrés sur les engagés de service civique. Donc, c'est 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et vous pouvez, en fait, envoyer CV, lettre de motivation à la présidente Rosalie Gachet de la Sopamar à sopamar@orange.fr. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un ou du monde qui souhaite... alors, c'est 8 mois de mission. Donc, c'est 20 à 25 heures par semaine. Donc, si vous connaissez quelqu'un jeune qui souhaite apprendre sur le jardinage, bricolage, compostage ou même découvrir le monde de l'environnement, du jardinage, etc., n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Et puis, la mission devrait commencer en avril jusqu'à décembre, début janvier 2023. Mais il faut avoir un diplôme, il faut avoir des connaissances pour être... Voilà, donc l'association ne se concentre pas sur les diplômes. Là, en tant que service civique,
nous ne nous concentrons pas sur les diplômes, mais après c'est vrai qu'on demande les CV en fait pour pouvoir adapter en fait la mission donnée au service civique. Même si l'idée sera de participer aux animations au Jardin Compost, c'est d'accompagner aussi l'engagé de service civique à son projet personnel et professionnel, s'il veut être ingénieur en environnement, s'il veut être, je sais pas, jardinier, etc., pouvoir l'aiguiller au mieux. Surtout que pour les services civiques, il y a aussi des formations à suivre. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'être fermé avec les diplômes, c'est vraiment de découvrir le travail avec la SOPAMA et aussi au sein de ce projet. Donc on aura un bilan, bien sûr. Tu vas revenir une deuxième fois, une troisième fois pour nous dire comment ça se passe, nous donner des images sur le terrain, j'espère bien en fait. Oui, tout à fait, puisque alors il y aura les carbets, il y aura les bacs de compostage, les bacs de culture, les animations, et puis effectivement par rapport aux personnes qui souhaitent participer et aux résultats de la qualité du sol, donc il y aura un rapport de 6 mois, donc en juin 2022, et le deuxième rapport en janvier 2023, peut-être même en décembre 2022. Donc voilà, l'idée c'est de transmettre en fait aux personnes comment ça évolue, qu'est-ce que ça devient, etc. Donc maintenant tu as un projet à mettre en place, de biogaz. Oui, alors je retiens tout à fait, et puis c'est vrai que ça m'intéresse pour faire quelques économies sur le gaz, donc pourquoi pas, oui. Oui, c'est des projets qui seraient intéressants pour la Martinique et puis pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. Donc je te remercie Yasmina, merci, Fanny, on apprend toujours beaucoup. Oui. On apprend toujours beaucoup avec Yasmina. Donc la SOPAMA est toujours heureux d'être reçue sur Zouk TV et on se retrouve donc la semaine prochaine avec nouveaux invités et puis avec les actions que nous avons menées pendant la semaine. À très bientôt sur Zouk TV, en semaine et puis la SOPAMA. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche-câlin. Des formes de botanique très très fortes, on a dit.